Bonjour à tous. Merci d'être là. Je vous accueille aussi au nom de La Croix. On va être plusieurs journalistes du quotidien et de l'hebdo à vous accompagner tout au long aussi de cette matinée sur les différentes tables rondes. Cette question effectivement des transitions démographiques, technologiques et les transitions énergétiques, c'est des sujets qui nous intéressent aussi particulièrement à La Croix, aussi sur leur impact sur les enjeux humains. Donc on est très heureux d'être là avec le Club Landois aussi pour faire parler de ces sujets-là. Donc ces transitions, on l'a vu dans ce que nous présentait Jérôme Fourquet, inquiètent. Un chiffre que j'ai retenu, c'était que 71% des Français estiment que l'essor de l'IA va s'accompagner d'une hausse du chômage. Donc il y a vraiment cette inquiétude aussi sur leur propre emploi. Et l'inquiétude est forte chez les seniors qui craignent de voir leur emploi disparaître, d'autant qu'ils sont, alors à tort ou à raison, considérés comme moins agiles sur les nouvelles technologies. Voilà, ce tableau que faisait Jérôme Fourquet touche beaucoup, et en particulier quand on rentre tout d'un coup. Je viens de rentrer, moi, dans cette catégorie des seniors. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui arrivent. Les entreprises s'interrogent aussi comment elles vont aborder ce virage, qu'est-ce qu'elles vont faire avec leurs seniors, comment elles vont aussi s'adresser à eux. À quel nouveau métier elles vont devoir former et comment elles vont faire émerger, trouver de nouvelles compétences. Donc pour parler de ça avec nous aujourd'hui, à mes côtés Estelle Sauva, qui est directrice générale du groupe Alpha, qui est un cabinet de conseil qui accompagne à la fois les entreprises et les partenaires sociaux. Donc ce double regard sera intéressant, et vous avez été haut commissaire à la transformation des compétences, ce qui vous donne aussi ce regard à la fois plus prospectif, à la fois le prospectif et le pratique. Ce sera précieux pour notre réflexion. À vos côtés, Marc Benayoun, qui est directeur exécutif du pôle client service et territoire et du pôle gaz à EDF. Donc une entreprise qui est très marquée aussi par les transitions, vous nous raconterez cela. Cécile Joly, vous êtes à France Stratégie comme chef du projet Métiers 2030. C'est dire que vous réfléchissez particulièrement à cette question des transitions et des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et enfin, Thibaut de Saint-Blancard, qui est fondateur de deux entreprises, donc à l'Envie, qui est un service d'aide à domicile. Donc là aussi, cette question des transitions vous touche à la fois chez vos clients, mais aussi chez vos salariés. Et vous avez fondé aussi Compagnie, qui fait de la formation justement pour les métiers de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Donc là aussi, vous avez ce regard sur comment on accompagne les salariés dans ces transitions. Alors, je vais commencer avec vous, Cécile Joly. Quand on a préparé cette conversation, on a évoqué ce chiffre qui circule beaucoup, qui est devenu un lieu peut-être trop commun, que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Vous vous élevez contre ça, vous dites que ce n'est pas du tout ce que vous pouvez constater, qu'on est moins sur des nouveaux métiers que de l'adaptation de l'existant. Est-ce que vous pourriez un peu, pour commencer notre conversation, expliquer un peu ça ? Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous, et d'avoir bravé les éléments pour venir nous rejoindre et nous écouter. Effectivement, 80% des métiers qui n'existent pas encore, je dirais, c'est une fake news. Ça repose sur rien, sur aucune étude solide. Mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose parce que ça dit quelque chose des métiers. Donc, qu'est-ce que c'est un métier d'abord ? Donc, nous, on considère, parce qu'on a besoin d'une certaine permanence pour observer, quand on est dans ma position d'observation du marché du travail sur le passé, pour pouvoir envisager l'avenir. Donc, effectivement, nous, on considère que ce sont des gestes professionnels. Donc, ça sert à quelque chose. Et ça ne dépend pas d'une appellation sur une offre d'emploi. Donc, effectivement, si, parce que vous êtes une start-up, le DRH devient un Chief Happiness Officer, c'est toujours un DRH. Donc, on a beaucoup de choses comme ça qui sont liées à des modes, mais on a aussi quelque chose qui est réel, où les métiers s'adaptent, mais peu disparaissent complètement et peu apparaissent complètement. Donc, on a des métiers qui sont apparus. Le seul métier nouveau que je vois sur les 40 dernières années, ça peut être les ingénieurs informatiques.
dont les compétences se sont segmentées à mesure où cette fonction est devenue essentielle dans beaucoup d'entreprises, où on a eu des ingénieurs qui sont plutôt spécialisés dans le logiciel et plutôt dans le hard, et puis maintenant avec des tonnes de spécialités, parce qu'effectivement, on a la cybersécurité, on a l'intelligence artificielle, on a des nouvelles technologies, mais une nouvelle technologie, c'est pas un métier. C'est ça que je voudrais dire. Et puis inversement, on a peu de métiers qui ont complètement disparu. Moi, j'en vois qu'un, en fait. Je dirais que ce sont les mineurs avec effectivement la fermeture des mines. Mais par exemple, si on reprend les métiers qui ont été très fortement automatisés, si je prends l'exemple des secrétaires, les secrétaires, leur métier n'a pas disparu, leur emploi décline continuellement depuis 30 ans, en revanche. Mais leurs fonctions, leurs tâches se sont considérablement diversifiées entre les armées de dactylo des années 60 et les fonctions d'une assistante qui aujourd'hui organise des réunions, fait un peu de comptabilité, de contrats, de prestations, etc. On a effectivement quelque chose qui a évolué de manière très sensible, mais qui n'a pas modifié le sens du travail. C'est-à-dire que le geste professionnel est toujours celui de l'assistant. Et c'est en ça qu'on peut différer et on est effectivement dans des transitions qui aujourd'hui accélèrent ces mouvements puisqu'on a la transition écologique donc qui va adjoindre des compétences à beaucoup de métiers. Pour l'instant, c'est très concentré sur les métiers du bâtiment, de l'industrie et du transport, pour faire court. Mais ça doit irriguer tout le monde. On a évidemment la transition numérique qui nous oblige tous autant que nous sommes à nous adapter à différentes technologies qui apparaissent. Et puis, on a évidemment la transition démographique. Alors on verra, on reviendra dans la conversation sur la transition démographique. Je me tourne vers vous, Marc Benayoun, donc à EDF, un grand groupe marqué par aussi la transition énergétique, forcément. Vous êtes un énergéticien. Cette évolution, cette adaptation des métiers, vous la constatez dans votre activité ? Tout à fait. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les métiers se transforment, mais il faut rendre un service. Il faut le rendre en intégrant les nouvelles technologies, les nouveaux moyens, les nouvelles compétences. Mais enfin, dans notre cas, on produit toujours de l'électricité et on doit toujours envoyer des factures. Simplement, on le fait avec beaucoup plus de technologies, avec des mix différents, etc. Mais je voudrais revenir sur cette question des transitions et comment on peut les gérer le mieux possible. Donc c'est vrai que nous faisons face à une triple transition, ce qui rend d'ailleurs notre métier particulièrement riche et intéressant. Donc la première, c'est la transition démographique. Effectivement, le fait qu'on doit accompagner nos clients dans cette transition, le vieillir à domicile, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça entraîne en termes d'adaptation des besoins énergétiques, d'amélioration de l'habitat. Et on a aussi, bien sûr, la transition au sein de nos équipes. D'ailleurs, je voudrais aussi dissiper une idée reçue. On imagine qu'on fait toute sa vie chez EDF, qu'on ne recrute que des débutants. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, en moyenne, l'âge moyen des personnes qu'on recrute dans la direction, c'est 36 ans. Vous voyez, donc on recrute des gens qui ont déjà une expérience, on les fait évoluer. Donc la deuxième transition qui est très importante, c'est effectivement celle qui est liée au métier et aux technologies de l'information. Et là, effectivement, quand on traite des quantités astronomiques de données, bien les utiliser, avoir des gens qui sont capables de donner du sens à ces données, c'est majeur. Et là, je voudrais simplement donner une illustration. Aujourd'hui, il y a un très gros effort qui est fait pour aider les Français à consommer moins d'énergie. Et d'ailleurs, pour une bonne raison, c'est qu'elle va coûter plus cher. Donc, pour les aider à maîtriser leur budget. Et donc, on a, depuis des années, mis en place des outils pour aider donc tous nos consommateurs, tous nos clients à consommer moins. Donc, on envoie des courbes de charge schématisées, visualisées, en expliquant pourquoi on consomme de l'énergie et ce qu'on peut faire pour consommer moins, en permettant à chacun de faire des petits challenges. Cette semaine, j'ai consommé tant, la semaine prochaine, je vais essayer de consommer 5% de moins.
de se comparer à des pairs. Donc on a un site qui a reçu l'année dernière 200 millions de consultations. Vous voyez, c'est colossal. On a 23 millions de clients et on a la moitié d'entre eux qui vont à peu près 20 fois par an sur ce site pour récupérer de l'information sur leur consommation et essayer de consommer moins. Donc oui, ça ne se fait pas simplement. C'est 10 ans d'efforts pour être capable de développer ce genre de service et faire venir nos clients et les inciter donc à consommer ce type de service. Et effectivement, la troisième, bien sûr, c'est la transition énergétique. Le fait qu'il y a une demande, bon, pour nous c'est une chance, une demande d'électricité croissante, puisque l'électricité en France est décarbonée, et qu'elle va se substituer à d'autres énergies dans le chauffage ou dans la mobilité électrique. Et donc il faut être capable de produire plus d'électricité avec des technologies renouvelables, et qui ont des très bonnes propriétés, mais qui en ont aussi une qui est un peu difficile à vivre, c'est qu'elles sont intermittentes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on place des fermes solaires ou des fermes éoliennes sur le territoire, eh bien, il y a effectivement une électricité abondante qui vient, qui est à un coût compétitif aujourd'hui, mais pas à l'heure prévue, en général. Donc il faut avoir un système qui donne de façon efficace du backup, et il faut éviter que ce backup soit thermique pour effectivement produire avec plus de renouvelables un système qui est donc un peu moins prévisible. Donc voilà toutes les transitions que nous devons gérer. Et je vais dire quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui en fait est une exigence de tous les instants, c'est que pour réussir ces transitions, il faut avoir une stratégie, c'est-à-dire il faut savoir où on va. Et il faut étudier son collectif de travail, ses ressources humaines, de façon très, très précise, se dire qu'effectivement, il va falloir aider les personnes à se reconvertir, les aider à gérer tous ces impacts, ces nouvelles technologies, et avoir un management de qualité. Et donc effectivement, un management de ce qu'on appelle de première ligne chez nous, les personnes qui gèrent les opérationnels, de deuxième ligne, et un management supérieur qui comprend ces évolutions et qui peut les accompagner. Voilà. Alors merci beaucoup. Vous m'aidez en plus à faire la transition avec Estelle Sauva, donc, qui est directrice générale du groupe Alpha. Vous faites du conseil, justement. Et quand on préparait cette table ronde, vous me disiez que justement ce moment particulier qu'on est en train de vivre crée de l'anxiété, justement, dans les équipes, auprès des salariés. On l'a vu, hein, même, on disait, Jean Fourquet nous rappelait, un salarié sur 2 est stressé aujourd'hui dans son travail, ce qui est quand même quelque chose d'assez énorme. Et vous soulignez cet impact des transitions sur les relations humaines aussi dans l'entreprise. Et vous appelez, vous me disiez, à reconstruire la croyance positive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bon, bonjour à tous. Merci également d'être là ce matin, en ce jour effectivement très neigeux. Peut-être vous parler de là où je suis et de me situer d'abord, parce que c'est plus simple à comprendre, parce que je vais moins rentrer dans les chiffres compte tenu des propos qui ont été tenus ce matin. Et je salue d'ailleurs la conclusion de Sybille Lemaire sur la question de la narration à reconstruire dans l'entreprise, parce que c'est exactement ça que j'évoque à travers les croyances et représentations qui sont celles finalement de la traduction de nos quelques décennies passées dans notre rapport au travail. Et en fait, selon là où on se situe, selon notre âge, selon notre représentation familiale, nous n'avons pas au fond le même rapport au travail et du coup on ne va pas affronter les transformations de la même façon. Donc peut-être pour traduire ça autrement, d'abord j'ai construit ma carrière professionnelle en dirigeant des sociétés. J'ai été dirigeante à 34 ans. Comme ces jours-ci, c'est un chiffre qui compte. Je tiens à dire qu'on peut rester longtemps dirigeante dans une entreprise en ayant 34 ans, mais ça veut dire que quand vous rentrez dans une entreprise en étant la DG de l'entreprise qui a l'héritage de la sidérurgie française, autant vous dire que là, les croyances, ça va être compliqué pour tous ceux qui ont une certaine seniorité et qui ont vécu une vie en ayant eu presque 40 ans de longévité professionnelle dans l'entreprise. Donc je tire aussi mon expérience de moments assez forts, assez puissants. J'ai accompagné les crises économiques à travers mon groupe en étant dirigeante de ces activités, et donc les reconversions professionnelles à travers notamment une place assez importante pendant la crise économique et tout ce qui en a suivi jusqu'en 2017, jusqu'à exprimer de profonds agacements sur la façon dont on prenait les transformations
en compte, à commencer par les entreprises, mais également les salariés, tout autant que les pouvoirs publics, ce qui m'a amené à ce fameux rapport très regardé, très entendu sur l'urgence à investir massivement dans notre pays des masses colossales de financement de l'éducation jusqu'à la formation de l'adulte, pour contrer probablement aussi des narrations internationale sur le fait que, je rappelle qu'il y a une décennie, on se disait que 50% des métiers allaient être détruits à moins de 10 ans. Enfin, ça fait flipper une génération complète entre celle qui y est et celle qui va y venir. Alors, évidemment, quand vous êtes un cabinet de conseil qui travaille autant avec les partenaires sociaux qu'avec les directions, qui accepte l'idée que la transformation est induite par les transformations technologiques et qu'au fond, il faut savoir comprendre ce monde pour pouvoir l'accompagner au mieux, pour pouvoir aussi, d'une certaine façon, mettre les meilleures parades à la reconversion, et donc réussir tout ça, vous en tirez précisément les enseignements assez objectifs qui ont été démontrés par l'IFOP ce matin. Une fois cela dit, ça veut dire que tout ça a amené au plan d'investissement dans les compétences et à rechercher des solutions. Et Emmanuel Macron s'en est emparé, j'en suis ravie. Et c'est comme ça que j'ai lancé la mise en place de ce plan d'investissement. J'appelais au compte personnel de formation monétisé pour tous les Français. Et j'ai travaillé à tous ces sujets un peu compliqués. Mais j'ai souvent évoqué que tout ça est finalement la traduction assez tragique de dynamiques qu'on observe tous et qu'on touche du doigt dans les entreprises, et de croyances et au fond de représentation, soit à casser, soit à reconstruire. Les dynamiques, elles sont assez simples, on les connaît tous. 4 décennies de désindustrialisation, des parents qui ont vécu des plans sociaux, le sentiment du déclassement peut-être. Bon, bah ça, si c'est pas les parents, bah c'est les tontons, c'est les tatas. Donc quand on est jeune et qu'on se prépare à venir sur le marché du travail, encore faut-il se dire que compte tenu de ces transformations toujours plus rapides, quel est le métier attractif qui va faire mon lendemain. Donc on a une obligation assez important de bien comprendre ce que sont les trajectoires à condition qu'on en donne la bonne visibilité. Donc évidemment, il y a beaucoup d'outils qui existent en matière d'observatoire, mais tout ça nous paraît tellement loin quand on est à l'école. Donc le premier sujet, c'est l'orientation. Big problem. Deuxième sujet, vous rentrez dans le monde de l'entreprise, et là on vous dit qu'à 40 ans, c'est trop tard, too late. Ça fait dur. Alors moi, j'ai passé la date, largement d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une incohérence assez dingue. Le modèle rhénan est très loin de nous d'ailleurs, a choisi des représentations où la seniorité avait une place en lien avec le savoir, la sagesse. Et pourtant, on a essayé plein de dispositifs en RH. Le contrat de génération, on a tenté la transmission. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que d'abord, ça répond à d'autres dynamiques. Et si on ne se raconte pas ce que sont ces autres dynamiques, on ne se dit pas la vérité. Dans les entreprises, on est tous conscients, moi la première, que la désindustrialisation, elle est aussi en lien avec la narration autour de la mondialisation. 36 € par mois à Madagascar contre le SMIC national. Je vais mettre Madagascar face à la Réunion et face à l'île Maurice. C'est intéressant parce qu'on est un peu plus loin de nous et en même temps, il se joue une compétition incroyable sur un océan Indien à quelques kilomètres entre un Réunionnais contre 10 à l'île Maurice, contre 70 à Madagascar. Vous y ajoutez une petite pincée d'IA, du Samsung, et ça vous change encore le modèle économique sur une temporalité extrêmement courte. C'est extrêmement dur pour les dirigeants de se réinventer très très vite face à des compétitions territoriales, géographiques et en même temps économiques. Et on voit bien que ce modèle-là, quand on le ramène plus proche de nous, au niveau de l'Europe, ça fait presque une décennie qu'on cherche des solutions et on ne les a pas encore trouvées. Donc d'une certaine façon, on voit bien l'intention forte de réindustrialiser la France, mais au fond, la relocalisation va être très compliquée. Donc ça n'a pas échappé ni à nos jeunes, ni à nos seniors. Et puis enfin, pour terminer sur les dynamiques, les alibis.
Parce que l'État a un peu été alibi, d'une certaine façon. Vous pouvez arriver sur des modèles où la gestion de l'entreprise, elle se fait par l'effet de Noria. Ça coûte moins cher de prendre des jeunes que des seniors. Donc il faut le dire. Cet effet de Noria, il se traduit par un départ sur les mesures d'âge. 4 décennies de plans sociaux massifs qui ont à peu près, peu ou prou, pour tout ce que j'en ai observé, traduit et sur lesquels j'ai pu travailler d'ailleurs, sont souvent des sujets qui amènent à des sécurités plus importantes pour pouvoir quitter l'entreprise. Et plus vous êtes proche de l'âge de la retraite, plus ces mesures sont puissantes. Et puis vous avez un bridge, ce qu'on appelle un pont, avec Pôle emploi, qu'on appellera France Travail désormais, et qui vous permet d'avoir 36 mois. Bon. En fait, quand vous regardez le bridge que vous avez, ça vous fait quasiment des modèles entre 5 et 6 ans. Il ne faut pas sous-estimer aussi ce que sont les stratégies individuelles qu'on peut avoir à cet âge-là, en se disant, au fond, peut-être je dois préférer ça un nouveau modèle industriel où j'ai pas de croyance pour pouvoir redémarrer lorsque mon entreprise est remise en question. Donc tous ces sujets ont amené à créer des croyances et de l'anxiété, évidemment, pour certains. Moi, je suis une profonde optimiste, mais je dois reconnaître qu'à un moment où les sujets écologiques font flipper la moitié de la planète et la question sociale interroge sur l'avenir immédiat de votre travail, il n'est pas anormal qu'il y ait un peu de socio-anxiété chez les jeunes, en plus de l'éco-anxiété. Et je pense que la meilleure façon de traduire un avenir, c'est de créer des conditions de narration nouvelles sur la seniorité comme la jeunesse, parce que finalement tout ça est très lié, c'est un flux assez liquide dans l'entreprise. Ça participera de la capacité des dirigeants à avoir des actions très volontaristes. On pourra revenir dans la suite avec des plans d'action qui sont soutenables. Mais je pense qu'il faut des ruptures politiques en termes de stratégie qui soient plus toniques que ce qu'on a fait jusqu'ici. Pour l'instant, on a des modèles défensifs. Les modèles d'ailleurs sur probablement le cadre financier accompagné par les impôts de production sont un peu liés à tout ça. Mais ça ne sera pas suffisant. Donc avec des caisses vides, il va falloir trouver des solutions. Et je pense qu'il y en a quand même. Voilà. Merci beaucoup. Alors Thibault de Saint-Blancard, finir avec vous ce premier tour de piste. Vous me disiez que dans vos métiers de l'accompagnement, du soin, justement, on avait peut-être... C'est des métiers qui ont du mal aujourd'hui à attirer. On a énormément besoin, on va en avoir de plus en plus besoin en même temps. Vous et vos collègues avez du mal à trouver des bras pour occuper ces métiers. Et vous me disiez justement qu'on a peut-être trop longtemps axé sur la technique, la formation technique, et peut-être pas assez sur la dimension et la formation humaine pour justement valoriser ces métiers. Comment on peut contrer ça justement ? Est-ce qu'il est encore temps d'ailleurs ? Oui, il est encore temps si on prend les bonnes décisions. Mais il faut les prendre, donc il faut faire preuve d'un peu de courage. Bonjour à tous et à toutes, et merci de m'avoir invité également. Alors c'est intéressant parce que les métiers de l'accompagnement, les métiers de l'aide et de l'accompagnement, finalement, c'est des métiers aussi assez récents. Ils ont été créés un peu dans l'après-guerre. Avant, les personnes âgées déjà vivaient un peu moins longtemps et vieillissaient souvent chez leurs enfants. Dans les années 50 et 60, il y a de plus en plus de personnes qui se sont mis à vivre un peu plus longtemps, et du coup on a eu plus de besoin de les accompagner. Donc c'est à ce moment-là qu'on a créé de manière assez massive d'ailleurs des maisons de retraite, des structures d'aide à domicile. Et du coup on a créé des métiers. Alors avant, le métier d'infirmière existait, et ensuite on a créé des métiers finalement de manière assez industrielle, en mettant un peu les gens dans les cases avec, voilà, vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignante, êtes auxiliaire, vous êtes aide-ménagère, avec à chaque fois voilà, des tâches très précises. Et le problème, c'est que voilà, on a déjà mis les gens dans les cases un peu. On a souvent créé du travail précaire, parce que c'est des métiers dans lesquels il y a beaucoup de personnes à temps partiel. On a créé, en plus, comme c'est des personnes qui sont souvent peu qualifiées, on part du principe qu'elles ne sont pas capables de prendre des décisions, je suis un peu cash exprès, et du coup on crée des organisations très, très contrôlantes et très pyramidales. Du coup, voilà, on a voulu professionnaliser un métier et on a créé une classe de travailleuses pauvres, pardon, parce qu'il y a vraiment essentiellement des femmes. Donc, pour reprendre ce que vous disiez, Madame le maire, tout à l'heure, ces personnes, elles vont devenir vieilles et pauvres, et en plus, elles auront le dos cassé. Donc, c'est quand même un peu problématique. Et effectivement, alors, dans le secteur, on parle souvent de valorisation du métier, de comment il faut faire pour valoriser le métier. Alors,
On attend tous une idée magique qui n'arrivera pas, puisque valoriser le métier, c'est une somme de plein de choses, finalement. C'est une somme de plein de choses. Et dans ces choses-là, parce qu'il y a effectivement un CDI, un temps complet, il y a une rémunération évidemment plus attractive, il y a du travail en équipe, il y a de l'autonomie, et il y a de la formation. Et pour faire un peu le lien avec le thème de la table ronde, c'est clé aujourd'hui de former ces professionnels sur les compétences qui leur sont utiles. La formation, finalement, elle traduit la manière dont on voit le métier. Comme aujourd'hui, le métier, il est principalement vu à l'aune de la technique, bien dans les formations d'auxiliaires de vie en particulier, la plupart des modules concernent la technique. Alors, la technique, c'est important, il faut bien l'apprendre pour préserver évidemment la sécurité des personnes accompagnées, mais on va complètement occulter la dimension humaine du métier. Quand on accompagne une personne, là, je dis bien, on n'est pas dans le soin, on est vraiment plutôt dans l'accompagnement, mais ça vaut aussi pour le soin. Mais quand on accompagne une personne fragile, en fait, on a un lien fort à créer qui est singulier. Donc, il faut parvenir à prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Il faut parvenir il faut apprendre à savoir dire non, il faut apprendre à poser les limites d'une intervention. Il faut aussi savoir communiquer de manière ajustée en toutes circonstances avec des personnes qu'on accompagne, avec leurs aidants familiaux, etc., etc. Donc ça, c'est dur, en fait. Ça, c'est dur, mais comme, en fait, aujourd'hui, dans le monde de la formation, on peine à objectiver les compétences qui ne sont pas dures, qui ne sont pas techniques, eh ben, ça passe à la trappe. Et ce qui est dommage, c'est que c'est précisément les raisons pour lesquelles ces professionnels choisissent de faire ce métier. Les personnes qui veulent faire notre métier, elles le font parce qu'elles ont envie de créer du lien, elles ont envie de créer un lien fort. Et voilà, il y a vraiment un enjeu à les former sur cette dimension humaine, parce qu'aussi ça les aide, encore une fois, c'est des métiers qui sont très difficiles, et donc ça aide ces personnes à avoir confiance en elles pour prendre toutes les décisions qu'elles vont devoir prendre quand elles vont être avec la personne accompagnée. Donc, et puis, en plus, dernière chose sur ce point-là, c'est qu'on dit souvent que le métier n'est pas très valorisé, que tout le monde est capable de le faire. C'est faux. Mais le problème, c'est qu'en formant uniquement sur la technique, on dit que c'est vrai, parce que les gestes techniques sont pas très compliqués, c'est important de les apprendre, mais ils sont pas très compliqués. Là où créer du lien, un lien avec une personne, par exemple, qui a des troubles cognitifs, c'est très compliqué. Et donc, en formant sur cette thématique, on va aussi faire passer un message de dire, en fait, là, voilà, le métier que tu es en train d'apprendre, il est très dur. Et donc, tu as vraiment du mérite. Voilà, donc, il y a un bon marketing à faire. Et le marketing, c'est un bon mot. Hein, il ne s'agit pas que de mettre des pubs sur un abribus, parce que on voit que ça ne marche pas, mais il s'agit vraiment de mettre en avant ce lien humain qu'on crée au quotidien. Alors, les seniors dans tout ça, est-ce que justement, ils ont le geste technique, souvent, ils ont aussi acquis au fur et à mesure ces compétences humaines? Est-ce que dans un métier qui peut être dur et sur lequel ils ne peuvent pas toujours effectivement exercer ce métier pour des raisons physiques, est-ce que le fait d'avoir aussi acquis ces compétences humaines peut être justement une façon de perdurer, peut-être d'une autre manière dans votre métier? Oui, c'est sûr. Et effectivement, en plus, les seniors, de fait, comme ils ont un peu de vécu, ils ont une vraie intelligence humaine. Parce que, voilà, ils savent ce que c'est que la vie, et c'est très important dans le métier. Nous, chez Allenvie, on a une auxiliaire, alors elle est partie il y a 1 an, elle s'appelle Carole, elle est rentrée, elle avait 68 ans, elle est partie à 73 ans. Et effectivement, elle travaille dans une équipe dans laquelle il y avait plusieurs accompagnements différents à faire. Et donc, il y avait des accompagnements qui nécessitaient la force parce qu'il y avait des transferts, mais il y a aussi des accompagnements, notamment de stimulation pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et donc, effectivement, son équipe lui permettait évidemment de faire ces accompagnements-là parce qu'elle était moins capable de faire les autres. Et en ce sens, c'était d'une vraie richesse. Donc oui, il y a un vrai enjeu, et aussi ce sont des métiers qui ont un vrai potentiel de reconversion. Marc Benayoun, de votre côté chez EDF, vous avez aussi, on n'a pas évoqué encore, mais il y a toute une activité où vous accompagnez aussi la rénovation énergétique. Là, c'est aussi des métiers où qui touchent les métiers du bâtiment, qui n'étaient peut-être pas vos métiers habituels chez EDF, mais sur lesquels vous développez. Là aussi, dans les métiers du bâtiment, il y a cette question de l'usure professionnelle qui est de plus en plus forte.
Et les métiers de la rénovation, est-ce que c'est justement des métiers où les gens du bâtiment peuvent peut-être retrouver une nouvelle jeunesse, ou en tout cas passer aussi de l'expérience qu'ils peuvent avoir et durer dans leur métier? Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que nous, on va vers ces métiers parce que nous avons des obligations réglementaires. C'est-à-dire qu'il faut que nous produisions des certificats d'économie d'énergie. Et c'est un coût de l'ordre de 1 milliard pour l'entreprise, donc c'est pas des petites sommes. Et donc il faut effectivement, d'une part, comme je l'expliquais tout à l'heure, qu'on donne des moyens à nos clients pour qu'ils comprennent leur consommation et qu'ils la réduisent, mais aussi qu'on les aide dans leurs travaux. Alors, ce que nous faisons dans ce domaine, on est assez rarement... Bon, on l'est un petit peu via notre service, notre société de service B2B qui s'appelle Dalkia, mais on est plutôt en fait dans une conception, une identification des travaux justes, une préparation, une planification. On a plutôt un rôle d'orchestrateur, et bien souvent ce sont des installateurs qui réalisent les travaux. Mais effectivement, plus ça va, et plus, je dirais, ces obligations et le poids qu'elles représentent sur nous amènent à nous intégrer dans cette chaîne d'activité, et effectivement à préparer, à être efficace aussi, je dirais, dans la gestion des relations, des ressources humaines que cela représente. Donc je pense que nous, ce qui a été difficile pour nous, mais qu'on a plutôt pas mal, me semble-t-il, réalisé, c'est l'intégration des nouvelles technologies dans les métiers traditionnels de l'entreprise. Effectivement, on est un utilisateur massif des technologies de l'intelligence artificielle. On commence à utiliser aussi l'intelligence artificielle générative, donc ChatGPT 3.5, 4, etc., dans certains métiers. Et je pense qu'il y a 10 ans, ce n'était pas forcément évident qu'on arrive à bien utiliser ces outils pour améliorer notre productivité et permettre effectivement à tous les managers dans l'entreprise d'en comprendre les enjeux. Je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on a fait un travail qui a été lourd et qui commence à payer. Voilà. Il y a eu des résistances sur cette question-là, par exemple du côté des seniors, ou comment vous avez réussi à les vaincre? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai le souvenir il y a quelques années d'un de mes patrons, quand j'étais pas encore membre du COMEX, qui n'imprimait pas ses mails, qui ne regardait pas ses mails parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué, il les faisait imprimer par sa secrétaire. Voyez. Bon, donc ça, c'est un assez bon exemple de résistance au changement, et je crois qu'aujourd'hui, ça c'est totalement terminé, et tout le monde comprend que même si ça demande un effort d'adaptation, et parfois c'est dur. Hein. Moi, par exemple, j'ai beaucoup produit dans ma carrière d'analyse et de slides, et de temps en temps, quand je reviens sur Excel ou PowerPoint, je dis mais pourquoi ils ont changé ce truc qui marchait si bien? Ils ont fait 2 versions depuis la dernière fois que je l'utilisais. Bon oui, donc il faut effectivement accepter de sans arrêt se reformer, se confronter à des outils qui évoluent très vite. Et ça, vous arrivez à embarquer vos salariés sur... Je crois qu'on y arrive bien, et effectivement, et c'est ça qui nous a permis de faire évoluer notre productivité de façon assez massive, et ça va être encore plus nécessaire parce que dans les années qui viennent, on va devoir relancer l'investissement dans le nucléaire, et même dans ces métiers de l'aval, on recrute maintenant beaucoup. On va devoir recruter 20 000 personnes par an, et c'est des chiffres colossaux. C'est-à-dire, si on n'a pas les ressources de ces technologies pour améliorer notre productivité, on n'y arrivera tout simplement pas. Cécile Joly, comment on accompagne les seniors dans ces adaptations? Comment vous qui vous occupez à France Stratégie, les métiers 2030, j'imagine que vous travaillez sur cette génération qui va être confrontée à ça et qu'il va falloir accompagner. Est-ce qu'il y a pas des recettes, mais quand même, il y a des méthodes qui vont se développer? Il y a surtout des différences très sensibles entre les métiers et singulièrement entre les qualifications. Donc on a à la fois ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le vieillissement, ça nécessite des métiers qui ne sont pas que des métiers de médecins et d'infirmiers, donc qui sont des métiers très qualifiés, mais ça nécessite de l'aide, du nettoyage dans les hôpitaux, des gens qui vont vous servir à manger. Quand vous êtes malade ou que vous êtes dans un EHPAD, des éducateurs qui vont aussi faire de l'animation. Et ça, c'est des métiers qui sont plutôt, quand je prends les aides à domicile ou les agents d'entretien, c'est des métiers vieillissants. Donc eux, ils sont à l'avant-poste du vieillissement de la population active, en fait.
Et pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui ne sont pas du tout attractifs pour les jeunes, qu'on fait plutôt en seconde partie de carrière et qui ont des multiples problèmes d'attractivité. Et d'une manière générale, on a cette caractéristique pour tous les métiers d'ouvriers qualifiés aussi. Donc les ouvriers qualifiés du bâtiment, on en parlait tout de suite, c'est ceux qui ont la plus forte sinistralité, avec une occurrence des accidents du travail qui est incomparable par rapport aux autres métiers. Une pénibilité qui est aussi très présente dans les métiers de soins, parce que la pénibilité, elle est aussi physique, vous l'avez mentionné, sur le fait de porter des corps, c'est important, mais aussi une vulnérabilité psychique devant la douleur de notre prochain, ce qui nous affecte toujours. Et on a une difficulté en France, et je crois que Estelle Sauval l'a rappelé tout à l'heure, c'est que en fait, ce sont ces métiers-là dont on a besoin et dont on va avoir besoin dans la transition écologique ou dans la transition démographique, qui sont ceux qui sont les moins formés tout au long de la vie. Et ça, c'est pas seulement d'ouvrir des formations, c'est-à-dire que c'est à la fois, et je suis très contente que vous l'ayez mentionné aussi sur la formation des aides à domicile, on se forme aussi dans le travail, donc pour ça il faut avoir des équipes. Et quand on fait un travail solitaire, c'est beaucoup moins facile. La transmission, ça existe. Et c'est quelque chose que les salariés valorisent dans leurs organisations, qui est très sensible dans les enquêtes conditions de travail. Leur satisfaction, elle est sur l'aide de leurs collègues. Et on sait les uns et les autres ici que effectivement, on est toujours aidé par notre prochain dans notre bureau et qu'on apprend tous les jours au travail. Donc ça, c'est important. Et il y a un accompagnement particulier pour les moins qualifiés, parce que c'est souvent aussi des gens qui ont eu des expériences scolaires difficiles, qui peuvent en avoir été traumatisés. On a aussi des configurations comme dans le bâtiment où une journée de travail perdue, c'est une journée de chiffre d'affaires en moins quand vous êtes un petit artisan avec deux personnes qui travaillent, où le chef d'entreprise il fait la même chose que son salarié. On a une difficulté aussi sur l'adaptation des formations. Donc aujourd'hui, on doit effectivement accompagner, et accompagner, c'est encore une fois accompagner dans un parcours de formation qui n'est pas forcément formel, au sens où on va retourner derrière les bancs de l'école. Donc on a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place sur la formation en situation de travail, mais aussi on essaye d'adapter donc à travers la formation continue à France Compétences, de faire des modules de compétences que les uns et les autres peuvent acquérir, parce qu'on sait aujourd'hui qu'effectivement on va devoir adapter son métier, mais on n'est pas obligé de tout réapprendre, on sait beaucoup de choses. Il y a aussi tout ce qui est en train d'être mis en place pour faciliter la validation des acquis de l'expérience, qui n'est pas une mince affaire et donc qui a été difficile à mettre en place et qui n'a pas eu les résultats qu'on en attendait au départ. Et donc on est sur quelque chose où oui, on a une difficulté aussi sur les reconversions. Donc nous, on a fait un travail sur les transitions professionnelles, parce que les reconversions chez les moins qualifiés, justement, c'est celles qui, donc encore une fois, qui sont les plus difficiles individuellement, psychiquement, qui sont coûteuses, parce qu'on a des frais. Donc là, on a vraiment un accent qui est mis à travers France Travail, mais aussi le plan d'investissement dans les compétences pour cibler ces moins qualifiés. Et puis, on a aussi quand les moins qualifiés se reconvertissent, c'est eux qui vont avoir le moins facilement retrouver un emploi, en fait. Donc, et donc, on a dans ces reconversions des choses à penser qui ne sont pas faites pour effectivement aussi assurer
une certaine sécurité. Donc on a eu cette expérience de Transco, hein, qui, je ne sais pas si vous la connaissez, mais au sortir du Covid, hein, qui marche pas très bien, nous sommes d'accord. Mais les politiques publiques s'inventent tous les jours et elles fonctionnent aussi par essai et erreur. Mais l'idée est intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut assurer une stabilité entre le moment où vous allez quitter un emploi, en particulier quand vous êtes peu qualifié, parce que ça veut dire que vous avez des rémunérations faibles et que vous ne pouvez pas vous en priver très facilement, que vous n'avez pas un matelas qui vous permet d'attendre 3 mois. Du coup, d'assurer et peut-être de cibler sur les métiers d'avenir, ceux dont on a besoin dans la transition, les métiers du soin et les métiers de la transition écologique. Merci beaucoup. Alors, peut-être rapidement, avant de passer la question à la salle, je voulais juste demander à Estelle Sauva, qu'est-ce que vous conseillez en 3 mots aux entreprises sur ces questions-là? La première chose, c'est d'aller sur le terrain du plan de développement des compétences en repensant finalement une narration autour de la formation et donc du continuum qui peut exister dans les blocs de formation au sein de l'entreprise. En réalité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de ces 7 dernières années, notamment en termes de formation. Muriel Pénicaud, qui était alors ministre, moi j'étais déjà entre le plan, le SGPI pour mettre en place les 15 milliards du plan. On a orienté vers les pas ou les peu qualifiés. On a fait beaucoup de choses en matière d'apprentissage. Donc, au fond, on a aussi changé un peu les mentalités sur le fait que se former, ça ne pouvait pas être que l'affaire de l'entreprise. Mais d'une certaine façon, on n'a pas ou peu agi au sein de l'entreprise. Donc la difficulté aujourd'hui pour l'entreprise, c'est qu'elle a vu le CPF sortir de son environnement. Et aujourd'hui, il faut savoir que vous avez des accords collectifs dans l'entreprise qui sont 7 fois plus nombreux que pour l'égalité homme-femme, notamment que sur le terrain de la formation. Or, si le sujet de l'apprentissage tout au long de la vie, que vous soyez dans des gestes professionnels ou que vous soyez sur des questions qui vont questionner l'organisation du travail, ça ne peut pas être tout à fait exclu du monde où les acteurs qui vont le fabriquer agissent. Alors, moi, la première chose que je conseille, d'abord, c'est au pouvoir public de revisiter la façon de reconstruire le plan de développement des compétences et de réintroduire toujours et tout le temps l'entreprise au cœur du débat. C'est comme en matière environnementale, si vous voulez, on ne fabrique pas ex nihilo, et à l'extérieur de l'entreprise, on fabrique bien là où il y a des remparts, et on voit bien que les salariés, là où elles ont compris que les meilleurs remparts existaient, c'était bien ceux de l'entreprise, elles l'ont sacrément compris pendant le Covid. Il a fallu quand même ce petit moment de conscientisation quand même collective, mais c'est pas inutile. Donc ce que je dis, c'est que la première chose, c'est le plan de développement des compétences sur lequel il faut agir. C'est un outil très concret. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, l'entreprise, elle peut introduire des modèles de narration un peu nouveaux. Pour donner quelques exemples, moi, en reprenant le groupe Alpha, alors j'ai 900 consultants, conseils divers, dans des métiers d'expertise, de conseil, d'audit. Donc, c'est des profils très, très divers dans tous les secteurs d'activité. J'ai d'abord recherché à réintroduire dans nos accords sociaux ce qu'on appelle de l'oscillation du temps de travail pour faire en sorte qu'il y ait une compatibilité entre effort du travail et possibilité de travailler longtemps et une acceptation collective. La deuxième chose, c'est de casser les cadres dans la forme très verticale du travail, avec ce sentiment que vous grimpez toujours dans l'entreprise, mais quand vous n'y arrivez pas, vous êtes à votre plafond de verre, et donc vous allez être le premier à sortir par le plan. Ce modèle-là, il n'a aucun sens, il faut complètement le détruire, je le pense, et au fond, j'ai introduit de l'oscillation du travail en acceptant collectivement que lorsqu'on prend une fonction, ça n'est pas une fonction, c'est une mission, et qu'on peut être un excellent manager en repassant sa mission de façon construite et contractuelle à 4 ans. Et donc ces formats-là, comme les mandats sociaux, etc., ça nous tranquillise, voyez, parce que vous construisez ensuite des traits d'union dans des duos avant-arrière, et vous avez toujours dans votre rétine périphérique, un peu plus jeune, quand vous prenez du risque, quand vous commencez à prendre des nouvelles missions, eh bien vous avez toujours quelqu'un derrière vous. Quand vous quittez votre fonction, vous n'avez pas le sentiment d'être relégué au second rang. Et donc ce travail-là, ça se pense, ça se travaille, c'est pas si simple, mais ça fabrique des choses extrêmement merveilleuses. Et je suis contente de dire aujourd'hui que je dirige 4 générations. Vous qui êtes dans le soin, peut-être voilà, la bureaucratisation, oui, et peut-être aussi la numérisation, on le voit, c'est
compliqué pour les générations, même ceux qui sont aidés, mais peut-être aussi pour ceux qui les aident, d'accompagner les personnes. Comment vous travaillez là-dessus aussi ? Oui, on travaille là-dessus, évidemment, et les auxiliaires qui sont à domicile, évidemment, aident les personnes à faire leur démarche. Après, c'est vrai que c'est pas toujours simple et elles-mêmes doivent de temps en temps être formées, mais voilà, c'est pas toujours simple, effectivement. Il y avait madame qui avait une question là-bas. Faut appuyer sur le... Voilà, merci. Bonjour messieurs, dames. Vous avez beaucoup parlé de reconversion, formation et changement. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir le système éducatif pour préparer les générations à venir à ce changement ? Alors, Estelle Sauva, vous aviez... ça, ou Cécile Joly, vous voulez ? Non. Vous vous jetiez sur le micro, alors allez-y. Alors, si vous ne voulez pas répondre, mesdames, je vais peut-être tenter. Allez-y. Donc, moi, je pense en fait qu'une difficulté que nous avons, c'est à orienter vers les jeunes vers les métiers d'avenir. Mais je voudrais surtout pas donner l'impression que c'est un problème du système éducatif, c'est un problème de société. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, on manque de techniciens dans certains métiers et c'est un véritable problème. Je ne vais pas parler du problème des soudeurs, mais qui est un problème pour nous, mais aussi pour Alstom, pour tout un tas d'entreprises qui aujourd'hui n'arrivent pas effectivement à répondre à des demandes qui sont et les projets prennent du retard, etc. Et je crois que sur ces sujets, on revient à la question de l'anticipation et de la stratégie. Ce n'est pas que le système éducatif n'est pas bon, c'est que les entreprises n'ont pas exprimé leurs souhaits de façon suffisamment anticipée. Et je pense aussi que dans la société, certains métiers n'ont pas été valorisés. Donc ce n'est pas un problème d'éducation, c'est plutôt un problème de société qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui s'orientent dans des métiers où ils ont du mal à trouver du travail et que pour d'autres filières dans lesquelles il y a une demande certaine, eh bien, il n'y a pas du tout assez de jeunes. Je crois que soudeur, justement, c'est aussi un métier où aujourd'hui, il y aura des très bons salaires. Sans aucun doute. Oui, mais oui, on a eu beaucoup de destruction d'emplois. Estelle le disait tout à l'heure. La difficulté, c'est qu'on a fermé des formations de soudeurs en particulier, à la suite d'une désindustrialisation tout à fait objective, puisqu'on a détruit beaucoup d'emplois industriels en France, et les soudeurs, c'est des emplois industriels. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on recrée de l'emploi dans l'industrie, on essaye de réindustrialiser, et que du coup, on se retrouve... Donc c'est aussi une question de politique publique, c'est-à-dire que, et de marche de l'économie, les à-coups, c'est jamais très bon. Et former des gens, ça prend du temps, les orienter, ça prend du temps, rendre les formations attractives, ça prend du temps. Et donc effectivement, en revanche, le stigmate qu'on pointait tout à l'heure sur le fait que dans votre famille, vous avez eu un oncle, un père, une mère chômeur, bon, c'est plus long à remonter. Hein. Merci à tous les quatre. Je suis désolé, le chronomètre qui est devant nous vient de s'arrêter. On doit redonner la parole à Valérie.